À quoi servent les promesses électorales? À n'engager que ceux qui les écoutent, à donner de l'espoir, à se projeter dans l'avenir. Mon invité publie une histoire amusée de ces promesses électorales de 1848 à nos jours. Ça sort jeudi prochain chez Talendier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en politique, on a promis tout, n'importe quoi, son contraire, et que parfois, on l'a tenu. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour. Vous êtes écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po. Quand on lit votre ouvrage, on s'aperçoit que tout a été promis, des promesses les plus folles aux promesses les plus visionnaires. Comment vous avez documenté cette somme ? Alors les candidats distribuent des tracts, font coller des affiches, il y a toute une littérature politique qui a l'inconvénient d'être très dispersée, et donc ça fait des années que j'essaye de rassembler cela, de collectionner les documents qui traînent, et puis j'ai été beaucoup aidé dans mon travail par un député de la Troisième République qui s'appelait Désiré Barodet, puisqu'il avait fait voter à ses collègues la création d'un registre qui porte aujourd'hui son nom, le Barodet, et dans lequel doivent être conservées les professions de foi des candidats élus députés. Alors il y a notamment celle de Lucien Calas, dit Lulu. Il est candidat le 7 août 1955. Et alors je vais lire un extrait de sa profession de foi parce qu'elle est incroyable. Lucien Calas vous présente sa profession de foi, électrice et lecteur. Si j'ai décidé de poser ma candidature à la succession du regretté Monsieur Cavaillès, ce n'est nullement par ambition politique, mais pour faire entendre au sein du Conseil général le point de vue de l'homme de la rue qui travaille, s'inquiète et aussi aime rire, son devoir accompli. Les politiciens se fichent de nous et de nos soucis. Et des professions de foi comme celle-ci, Bruno Fulini, il y en a plein votre livre. Il y en a énormément parce que ça correspond à une vieille idée démocratique, c'est que c'est l'identité des gouvernants et des gouvernés. Donc le candidat cherchera toujours à dire je suis comme vous, je vis comme vous, j'ai les mêmes préoccupations que vous. Là, il se trouve qu'en l'occurrence c'est vrai, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un boucher charcutier dans une petite localité de province. Alors on est évidemment à l'époque où commence à poindre le poujadisme, et donc il y a un discours simplificateur aussi qui est à l'œuvre chez lui, mais il y a aussi une forme d'indépendance d'esprit. Il n'est pas vraiment encarté ce candidat charcutier, et parfois il y a des accents de sincérité assez extraordinaires. Par exemple, j'aime beaucoup cette phrase de sa profession de foi: si on me donne des millions, je les distribuerai. Si on ne me donne rien, on se débrouillera quand même. C'est très très beau et très très drôle. Si on regarde cette campagne de 2017, on s'aperçoit quand même que les promesses saillantes, les promesses éclatantes, elles sont un peu plus discrètes. On a évidemment en tête le revenu universel de Benoît Hamon qui a fait débat. On a cette semaine les 144 propositions de Marine Le Pen. On voit que la promesse vaut par le nombre aussi, c'est la promesse au kilo. Mais on a le sentiment qu'il y a moins de promesses par le passé. Est-ce qu'on se trompe ? Non, parce que les campagnes d'aujourd'hui se font moins à travers des écrits, des livres programmes, des affiches, des tracts, qu'à travers l'image, et qu'on le veuille ou non, l'image polarise l'attention sur la personne, l'individu, son style, son physique, ses attitudes. Bon, en plus, l'expérience de long terme, depuis 1848, montre que ce sont toujours les candidats qui ont les programmes les plus vagues qui sont élus. Quand on regarde cette campagne, il y a aussi les candidats qui font l'inverse. C'est-à-dire que quand on voit un François Fillon, par exemple, lui, il fait pas de promesses, il promet des efforts. Grosso modo, il dit qu'il va pas raser gratis, il dit qu'il faudra qu'on fasse des efforts, qu'on se serre la ceinture, qu'on diminue le nombre de fonctionnaires. Idem quand on regarde Emmanuel Macron la semaine dernière, les moments les plus forts de son meeting à Lyon, c'était le moment où il promettait des émotions. Il faisait réagir le public, il leur disait « je vous aime farouchement », c'est là que ça applaudissait le plus. Et finalement, son programme tarde à arriver et ça n'a pas l'air d'être un problème. Cela dit, j'ai été surpris moi-même en examinant ces programmes vraiment sur une longue période, un siècle et demi, de voir à quel point, même en des temps anciens, la question du candidat, de sa personne, de sa formation, de ses relations, etc., occupait de la place dans les programmes. C'est-à-dire que lorsqu'on se présente à une élection, déjà on se présente soi, sa personne, son caractère, son tempérament. Pourquoi ne pas promettre aussi des épreuves ? Ça fait partie des promesses. Les promesses ne sont pas toujours édéniques, idylliques. Et puis bon, c'est vrai aussi que quand on s'adresse à l'électeur, on s'adresse aux contribuables. Donc très souvent, vous avez des candidats qui promettent une réduction d'impôts et donc du train de vie de l'État. Ça, c'est un classique. Tout l'art dans ce domaine, c'est de laisser entendre à l'électeur que les efforts seront supportés par d'autres que lui. Mais il est rare qu'on précise véritablement quelles sont ces dépenses véritablement inutiles. Est-ce que la promesse électorale, Bruno Fulini, rime nécessairement avec le mensonge, avec un espoir qui sera déçu? Est-ce qu'elles sont destinées à ne pas être tenues, ces promesses électorales ?
Pas forcément. En revanche, elles ne sont pas toujours tenues dans les mois ou l'année qui suit. Et c'est ça qui m'intéresse, je dirais, en tant qu'historien, c'est que la promesse électorale, elle est faite pour séduire un électorat, pour séduire un public, et donc elle signifie qu'il y a une aspiration, une attente dans l'opinion. Parfois, vous avez des idées absolument visionnaires, mais qui viennent trop tôt. Et donc, un candidat va être jugé comme marginal, fantaisiste, toqué, parce que en plein 19e siècle, il va proposer que les femmes votent, par exemple, ou qu'elles soient éligibles, ou que les différentes nations se rapprochent pour faire la paix et forment une entité européenne. Tout ça fait rigoler doucement, ou pas si doucement que ça, dans les années 1850, 1860, 1880. Et tout ça a été proposé. Et tout ça a été proposé, au départ par des candidats qui font vraiment des scores epsilonesques, et puis petit à petit, ça va entrer dans les programmes des partis de gouvernement. De la même manière, beaucoup de, comment dirais-je, de revendications écologistes d'aujourd'hui ont d'abord été clamées par des personnages comme Aguigui Mouna, des espèces de Diogènes des rues qui braillaient, qui écrivaient au feutre leurs affiches et donc à la main, qui étaient des protestataires considérés comme de doudingues et qui seraient sans doute très étonnés aujourd'hui de voir que des partis qui ont des ministres, eh bien, finalement, ont repris leurs idées. Alors, on a un candidat, moi, que j'aime beaucoup, qui est un candidat qui veut interdire les bases d'atterrissage aux extraterrestres. Il est candidat cette année, d'ailleurs, en 2017. Qui est-ce ? Oui, c'est Sylvain Durif, plus connu sous le surnom de Christ cosmique. Alors, à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a un ufologue candidat à une élection présidentielle, mais on trouve des précédents aux États-Unis. Et là aussi, il faut faire attention parce que le premier candidat ufologue, c'était à partir de 1959 aux États-Unis, et 10 ans après, il y a quand même la conquête de la Lune. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Alors, dans le cas du Christ cosmique, il y a une sorte de, comment dirais-je, de méfiance envers les extraterrestres reptiliens, mais il n'est pas contre des bases d'atterrissage pour les extraterrestres bienveillants. Bon, je vous laisse juger. Quelle est la promesse que vous avez identifiée qui vous a le plus bluffé dans ces centaines de promesses que vous avez compilées, répertoriées dans ce livre ? Alors, je vous invite à remonter aux législatives de 1906, où, dans le département de l'Orne, se présente un certain Pépin, et il a une idée géniale, tout le monde fonctionnaire. Alors, on règle les problèmes d'emploi, on règle les problèmes de jalousie entre public et privé. Alors, vous me direz, mais comment c'est possible d'un point de vue d'un point de vue économique ? Alors, il a lui aussi une idée géniale, c'est qu'en fait, tout le monde sera fonctionnaire dans sa vie, mais à tour de rôle. C'est-à-dire que chacun sera amené à un moment, non seulement à œuvrer dans la fonction publique, mais à différents grades. Et on devrait même chacun, écrit-il, pouvoir être grand chancelier de la Légion d'honneur au moins quelques minutes dans son existence. Finalement, les Français ne pourraient pas s'en passer des promesses électorales. La France est depuis bien longtemps une démocratie et une république, et bien sûr ces campagnes électorales font partie beaucoup plus que nous ne le croyons de notre folklore et de notre imaginaire collectif. Bruno Fulini.